Dans le game des bureaux, vous et moi, on va chez Ikea. Et sauf pour les plus chanceux, vous trouverez que ça et ça, c'est super cher. Mais c'est rien par rapport au bureau que Louis XV s'est fait faire et qui est le meuble le plus cher jamais acheté par la couronne. Hello, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous et moi, on est partis pour une vidéo histoire de l'art sur le bureau du roi. On est en 1760, Louis XV a 50 ans, il est roi depuis 38 ans, et il vit à Versailles avec sa cour et ses ministres. Le château est le lieu de vie, de divertissement et de travail, et pour cela de nombreuses salles sont aménagées pour le gouvernement, et une en particulier pour le roi et son bureau. Justement, Louis XV voudrait un nouveau bureau parce que le sien n'est pas pratique, alors il a des exigences spécifiques. Évidemment, il faut que les matériaux soient de très bonne qualité pour que le bureau soit durable. Il faut aussi que les décors dessus mettent à l'honneur le roi, que ce soit par les motifs ou par le luxe des matériaux. Mais en plus de ces critères habituels, le roi voudrait pouvoir laisser ses papiers sur le bureau sans les ranger, mais tout en les laissant à l'abri du regard des espions. Alors, comment ça se passe quand le roi veut un nouveau meuble? Eh bien, c'est son valet de chambre qui informe l'intendant du garde-meuble de la couronne, c'est-à-dire l'homme qui a la tête du garde-meuble. C'est une institution qui s'occupe seulement, spécifiquement, de meubler les appartements du roi et de la reine dans toutes leurs résidences. Chaque année, ils ont un budget alloué pour ça qui est totalement indépendant des autres institutions. Lorsque le valet de chambre informe le garde-meuble que le roi a besoin d'un nouveau bureau, c'est le garde-meuble qui se charge de contacter l'artisan qui sera capable de réaliser ce meuble. On passe alors commande à Jean-François Eben. C'est un ébéniste de 50 ans qui a son atelier à Paris et dont la réputation le précède pour la grande qualité de ses meubles. D'ailleurs, il a déjà livré un meuble pour un membre de la famille royale et d'autres pour la maîtresse du roi. S'il est aussi réputé, c'est pour son excellence technique avec le bois, mais pas que. En plus de faire des meubles qui sont beaux et durables, il y insère des éléments mécaniques. Et ça, c'est assez exceptionnel pour un ébéniste. Il les ajoute, ce qui en fait des meubles innovants et pratiques. Eben commence le projet. Il dessine les premiers modèles du bureau du roi et il décide d'opter pour un bureau avec un cylindre pour répondre à la demande spécifique du roi. Le cylindre va recouvrir la partie plate du bureau et ça va permettre que le roi n'ait pas à ranger ce qui se trouve sur le bureau. Ce cylindre, il est composé de lamelles. Ça permet que quand on le rentre, les lamelles s'enroulent les unes sur les autres autour d'une tige à l'arrière du meuble pour pas que ça prenne trop de place. Donc c'est un travail précis, complexe, mais pour l'instant il n'y a pas encore de mécanique. Ce cylindre se ferme avec une clé, évidemment. Et justement, c'est avec cette clé que les éléments mécaniques vont intervenir. En gros, en un seul tour de clé, on va pouvoir ouvrir complètement le cylindre et un seul tour de clé dans l'autre sens va pouvoir permettre de le refermer. Tout ça grâce à des ressorts. Mais c'est pas tout. Il y a des tiroirs sur les côtés qui ne pourront pas être ouverts avant le cylindre puisqu'ils sont retenus par des crochets tant que le fameux coup de clé n'a pas été donné. Donc c'est quand même bien pratique, le roi ne se promène qu'avec une seule clé. Et ça pose quand même un problème, c'est que vous vous en doutez, le roi ne va pas chercher lui-même son papier, son encre. Donc comment approvisionner le bureau en encre et en papier si on ne peut pas ouvrir les tiroirs? Eh bien, Eben y a pensé. Sur les côtés, on a des petits tiroirs qui s'ouvrent sans avoir besoin de la clé, dans lesquels les serviteurs viennent remplir l'encre et le papier, mais ils ne pourront pas avoir accès au contenu du bureau. Quand je vous disais que c'était un meuble cher, c'est pas pour rien. C'est un meuble qui est extrêmement abouti techniquement, que même aujourd'hui on n'aurait pas. Malheureusement, après 3 ans avoir travaillé sur ce projet, Eben meurt sans avoir pu fabriquer le meuble. En 1767, 4 ans après la mort de Eben, le garde-meuble relance le projet. On le confie à Jean-Henri Riesner. C'était un élève de Eben, et depuis, il est devenu ébéniste, et il a repris l'atelier de son maître. Riesner, il va se repencher sur les plans qui ont été faits, il va faire quelques modifications, mais le principe général reste le même. Une fois que tout ça c'est fait, il y a une grande étape avant de fabriquer le meuble. C'est de le présenter au roi. Pour ça, Riesner se rend à Versailles. Alors c'est un ébéniste très qualifié, mais il est encore jeune, et c'est la première fois qu'il fait un meuble pour la couronne. Donc on peut imaginer à quel point c'est impressionnant. Mais tout va bien, les plans dessinés sont validés. Par la suite, Riesner il va présenter un modèle miniature du meuble en cire, qui sera validé aussi. Mais c'est pas terminé. On présente encore un modèle grandeur nature en bois avec les ornements dessus en cire pour avoir vraiment une idée de ce que c'est et faire les dernières modifications. C'est des matériaux qui sont tellement chers, tellement luxueux, un savoir-faire tellement particulier
qu'on ne peut pas se lancer n'importe comment dans ce projet. Il faut vraiment passer par toutes ces étapes. Et tout va bien, tout est validé, la fabrication peut commencer. Riesner, il n'est pas tout seul dessus, heureusement, déjà parce que ça fait beaucoup de travail, et puis parce qu'en fait, ça demande tellement de savoir-faire différents que ça relève de différents métiers. Même si on a vu qu'il était capable de faire du bois et de la mécanique, ce qui est déjà assez fort. Donc la division du travail, c'est quoi? Riesner et son atelier s'occupent de toute la partie bois, que ce soit pour la fabrication du meuble ou pour tous les décors qui sont dessus. Comme vous l'avez compris, il fait aussi la mécanique et la supervision globale du projet, mais il y a aussi un fondeur qui s'occupe de tous les ornements en bronze, et les modèles de ce fondeur ont été donnés à l'avance par un sculpteur. Après 2 ans de travail, le bureau du roi est livré au château de Versailles, et Riesner est payé. C'est là qu'on se demande de combien. Le registre du garde-meuble nous indique qu'il a été payé plus de 62 000 livres. C'est le meuble le plus cher jamais acheté par la couronne. Donc, d'après ce site qui fait des conversions entre les anciennes monnaies et l'euro, ça donnerait à peu près ça. Je vous cache pas que je crois pas de ouf en ce site parce que c'est quand même très compliqué de faire des conversions entre les époques et normalement on s'y aventure pas trop. Mais ça peut peut-être vous donner un ordre de grandeur. Il faut quand même que je vous présente ce petit bijou. Voilà à quoi il ressemble. Il mesure 2 mètres de long et il fait 450 kg. Donc c'est un gros bébé quand même. En haut, vous avez une double pendule parce que vous pouvez lire l'heure des 2 côtés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que tout le meuble a des décors en bois. C'est ce qu'on appelle de la marqueterie et c'est une technique très précise, très difficile à pratiquer, qui consiste à découper plein d'espèces de bois différentes pour les assembler et que du coup, il y ait des couleurs différentes qui forment vraiment des motifs. Alors il faut imaginer que le soleil a beaucoup tapé sur le meuble et donc qu'aujourd'hui ça nous donne seulement un truc marron, mais qu'à l'époque il y avait des vraies différences entre les couleurs, surtout qu'on pouvait colorer certains morceaux pour que vraiment ça ait l'aspect de ce qu'on veut représenter. Donc là, quand sur les tiroirs vous avez de la marqueterie qui représente des fleurs, il faut imaginer que les fleurs elles étaient sûrement rouges, d'autres roses, d'autres jaunes, et donc ça n'avait pas du tout l'aspect qu'on imagine aujourd'hui. Et ça c'est l'intérieur, donc comme vous voyez c'est le grand luxe. Il y a des tiroirs, il y a du velours. Bon, le velours n'est pas d'époque, je vous expliquerai après. Ce bureau, il a servi à Louis XV, mais il va mourir pas si longtemps après l'avoir reçu. Donc Louis XVI va s'en servir aussi, il faut rentabiliser quand même. Mais comme vous le savez, Louis XV, il a pas fait long feu. Enfin, en soi, il a eu un petit règne, mais c'est que ça s'est arrêté assez brutalement, et que tout ce qui va avec aussi. Une fois que le roi n'est plus là, on a demandé à Riesner de modifier son bureau. Il a retiré les emblèmes du roi sur les côtés et il y a mis à la place des plaques de porcelaine. Vous les aviez peut-être vues et remarqué qu'elles n'avaient pas grand-chose à faire là. Enfin, je dis pas qu'elles sont moches, je dis juste que ça a pas trop de sens avec l'ensemble. Vous avez peut-être aussi vu qu'à l'arrière, il y a une plaque de bronze avec le profil de la déesse Athéna. Bon, et ben ça aussi, ça a été modifié par Riesner parce que avant la Révolution, c'était pas le buste d'Athéna, c'était le buste de Louis XV. Ce meuble, il a été conservé pendant la Révolution française. Heureusement, ce petit bijou nous est arrivé et il a été utilisé encore par la suite, notamment par l'impératrice Eugénie. Et c'est elle qui a fait mettre du velours à l'intérieur. Donc on ne sait pas comment c'était avant, mais peut-être que ça ressemblait à ça aussi. Bah voilà, un des plus beaux meubles de tous les temps. Esthétiquement, ça c'est chacun ses goûts, mais en termes de technique, de préciosité des matériaux, de savoir-faire, ça c'est exceptionnel. Et même à l'époque, c'était exceptionnel, et aujourd'hui, c'est toujours aussi exceptionnel. Si vous voulez voir cette petite beauté de vos propres yeux, il faut aller dans les appartements intérieurs du roi au château de Versailles. Et si vous voulez plus d'informations, je vous mets en description des choses qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos.